Les Trois Mousquetaires, partie 17. Chapitre 49. Fatalité. Cependant, milady, ivre de colère, rugissant sur le pont du bâtiment comme une lionne qu'on embarque, avait été tentée de se jeter à la mer pour regagner la côte, car elle ne pouvait se faire à l'idée qu'elle avait été insultée par d'Artagnan, menacée par Athos, et qu'elle quittait la France sans se venger d'eux. Bientôt, cette idée était devenue pour elle tellement insupportable qu'au risque de ce qui pouvait arriver de terrible pour elle-même, elle avait supplié le capitaine de la jeter sur la côte. Mais le capitaine, pressé d'échapper à sa fausse position, placée entre les croiseurs français et anglais, comme la chauve-souris entre les rats et les oiseaux, avait grande hâte de regagner l'Angleterre, et refusa obstinément d'obéir à ce qu'il prenait pour un caprice de femme, promettant à sa passagère, qui au reste lui était particulièrement recommandée par le cardinal, de la jeter, si la mer et les Français le permettaient, dans un des ports de la Bretagne, soit à Lorient, soit à Brest. Mais en attendant, le vent était contraire, la mer mauvaise, on louvoyait et l'on courait déborder. 9 jours après la sortie de la Charente, milady, toute pâle de ses chagrins et de sa rage, voyait apparaître seulement les côtes bleuâtres du Finistère. Elle calcula que pour traverser ce coin de la France et revenir près du cardinal, il lui fallait au moins 3 jours. Ajouter 1 jour pour le débarquement, et cela faisait 4. Ajouter ces 4 jours aux 9 autres, c'était 13 jours de perdus, 13 jours pendant lesquels tant d'événements importants se pouvaient passer à Londres. Elle songea que sans aucun doute le cardinal serait furieux de son retour, et que par conséquent il serait plus disposé à écouter les plaintes qu'on porterait contre elle que les accusations qu'elle porterait contre les autres. Elle laissa donc passer Lorient et Brest sans insister près du capitaine, qui, de son côté, se garda bien de lui donner l'éveil. Milady continua donc sa route, et le jour même où Planchet s'embarquait de Portsmouth pour la France, la messagère de son éminence entrait triomphante dans le port. Toute la ville était agitée d'un mouvement extraordinaire. 4 grands vaisseaux récemment achevés venaient d'être lancés à la mer. Debout sur la jetée, chamarré d'or, éblouissant, selon son habitude, de diamants et de pierreries, le feutre orné d'une plume blanche qui retombait sur son épaule, on voyait Buckingham entouré d'un état-major presque aussi brillant que lui. C'était une de ces belles et rares journées d'hiver où l'Angleterre se souvient qu'il y a un soleil. L'astre pâli, mais cependant splendide encore, se couchait à l'horizon, empourprant à la fois le ciel et la mer de bandes de feu et jetant sur les tours et les vieilles maisons de la ville un dernier rayon d'or qui faisait étinceler les vitres comme le reflet d'un incendie. Milady, en respirant cet air de l'océan plus vif et plus balsamique à l'approche de la terre, en contemplant toute la puissance de ces préparatifs qu'elle était chargée de détruire, toute la puissance de cette armée qu'elle devait combattre à elle seule, elle, femme, avec quelques sacs d'or, se compara mentalement à Judith, la terrible juive. Lorsqu'elle pénétra dans le camp des Assyriens et qu'elle vit la masse énorme de chars, de chevaux, d'hommes et d'armes qu'un geste de sa main devait dissiper comme un nuage de fumée. On entra dans la rade. Mais comme on s'apprêtait à y jeter l'ancre, un petit cutter formidablement armé s'approcha du bâtiment marchand, se donnant comme garde-côte, et fit mettre à la mer son canot, qui se dirigea vers l'échelle. Ce canot renfermait un officier, un contremaître et 8 rameurs. L'officier seul monta à bord, où il fut reçu avec toute la déférence qu'inspire l'uniforme. L'officier s'entretint quelques instants avec le patron, lui fit lire un papier dont il était porteur, et, sur l'ordre du capitaine marchand, tout l'équipage du bâtiment, matelots et passagers, fut appelé sur le pont. Lorsque cette espèce d'appel fut fait, l'officier s'enquit tout haut du point de départ du brick, de sa route, de ses atterrissements, et à toutes les questions le capitaine satisfit sans hésitation et sans difficulté. Alors l'officier commença de passer la revue de toutes les personnes les unes après les autres, et, s'arrêtant à Milady, la considéra avec un grand soin, mais sans lui adresser une seule parole. Puis il revint au capitaine, lui dit encore quelques mots,
et comme si c'eût été à lui désormais que le bâtiment dut obéir, il commanda une manœuvre que l'équipage exécuta aussitôt. Alors le bâtiment se remit en route, toujours escorté du petit cutter, qui voguait bord à bord avec lui, menaçant son flanc de la bouche de ses 6 canons, tandis que la barque suivait dans le sillage du navire, faible point, près de l'énorme masse. Pendant l'examen que l'officier avait fait de Milady, comme on le pense bien, l'avait de son côté dévoré du regard. Mais, quelque habitude que cette femme aux yeux de flamme eût de lire dans le cœur de ceux dont elle avait besoin de deviner les secrets, elle trouva cette fois un visage d'une impassibilité telle qu'aucune découverte ne suivit son investigation. L'officier qui s'était arrêté devant elle et qui l'avait silencieusement étudiée avec tant de soin pouvait être âgé de 25 à 26 ans, était blanc de visage avec des yeux bleus clairs un peu enfoncés. Sa bouche, fine et bien dessinée, demeurait immobile dans ses lignes correctes. Son menton, vigoureusement accusé, dénotait cette force de volonté qui, dans le type vulgaire britannique, n'est ordinairement que de l'entêtement. Un front un peu fuyant, comme il convient aux poètes, aux enthousiastes et aux soldats, était à peine ombragé d'une chevelure courte et clairsemée, qui, comme la barbe qui couvrait le bas de son visage, était d'une belle couleur châtain foncé. Lorsqu'on entra dans le port, il faisait déjà nuit. La brume épaississait encore l'obscurité et formait autour des fanaux et des lanternes des jetées un cercle pareil à celui qui entoure la lune quand le temps menace de devenir pluvieux. L'air qu'on respirait était triste, humide et froid. Milady, cette femme si forte, se sentait frissonner malgré elle. L'officier se fit indiquer les paquets de Milady, fit porter son bagage dans le canot, et, lorsque cette opération fut faite, il l'invita à y descendre elle-même en lui tendant sa main. Milady regarda cet homme et hésita. « Qui êtes-vous, monsieur » demanda-t-elle. « Qui avait la bonté de vous occuper si particulièrement de moi ?»« Vous devez le voir, madame, à mon uniforme. Je suis officier de la marine anglaise, » répondit le jeune homme. « Mais enfin, est-ce l'habitude que les officiers de la marine anglaise se mettent aux ordres de leurs compatriotes lorsqu'ils abordent dans un port de la Grande-Bretagne et poussent la galanterie jusqu'à les conduire à terre ? » « Oui, milady, c'est l'habitude, non point par galanterie, mais par prudence, qu'en temps de guerre les étrangers soient conduits à une hôtellerie désignée, afin que, jusqu'à parfaite information sur eux, ils restent sous la surveillance du gouvernement. » Ces mots furent prononcés avec la politesse la plus exacte et le calme le plus parfait. Cependant, ils n'eurent point le don de convaincre Milady. « Mais je ne suis pas étrangère, monsieur, » dit-elle, avec l'accent le plus pur qui ait jamais retenti de Portsmouth à Manchester. « Je me nomme Lady Clarick, et cette mesure... »« Cette mesure est générale, milady, et vous tenteriez inutilement de vous y soustraire. »« Je vous suivrai donc, monsieur. » En acceptant la main de l'officier, elle commença de descendre l'échelle au bas de laquelle l'attendait le canot. L'officier la suivit. Un grand manteau était étendu à la poupe. L'officier la fit asseoir sur le manteau et s'assit près d'elle. « Nagez !» dit-il au matelot. Les 8 rames retombèrent dans la mer, ne formant qu'un seul bruit, ne frappant qu'un seul coup, et le canot sembla voler sur la surface de l'eau. Au bout de 5 minutes, on touchait à terre. L'officier sauta sur le quai et offrit la main à Milady. Une voiture attendait. « Cette voiture est-elle pour nous ?» demanda Milady. « Oui, madame, » répondit l'officier. « L'hôtellerie est donc bien loin, à l'autre bout de la ville. »« Allons, » dit Milady, et elle monta résolument dans la voiture. L'officier veilla à ce que les paquets fussent soigneusement attachés derrière la caisse, et cette opération terminée, prit sa place près de Milady et referma la portière. Aussitôt, sans qu'aucun ordre fût donné et sans qu'on eût besoin de lui indiquer sa destination, le cocher partit au galop et s'enfonça dans les rues de la ville. Une réception si étrange devait être pour Milady une ample matière à réflexion. Aussi, voyant que le jeune officier ne paraissait nullement disposé à lier conversation, elle s'accouda dans un angle de la voiture et passa les unes après les autres en revue toutes les suppositions qui se présentaient à son esprit. Cependant, au bout d'un quart d'heure, étonnée de la longueur du chemin, elle se pencha vers la portière
pour voir où on la conduisait. On n'apercevait plus de maisons, des arbres apparaissaient dans les ténèbres comme de grands fantômes noirs courant les uns après les autres. Milady frissonna. « Mais nous ne sommes plus dans la ville, monsieur, dit-elle. » Le jeune officier garda le silence. « Je n'irai pas plus loin, si vous ne me dites pas où vous me conduisez. Je vous en préviens, monsieur. » Cette menace n'obtint aucune réponse. « Oh, c'est trop fort !» s'écria Milady. « Au secours ! Au secours !» Pas une voix ne répondit à la sienne. La voiture continua de rouler avec rapidité. L'officier semblait une statue. Milady regarda l'officier avec une de ces expressions terribles, particulières à son visage et qui manquaient si rarement leur effet. La colère faisait étinceler ses yeux dans l'ombre. Le jeune homme resta impassible. Milady voulut ouvrir la portière et se précipiter. « Prenez garde, madame, » dit froidement le jeune homme. « Vous vous tuerez en sautant. » Milady se rassit écumante. L'officier se pencha, la regarda à son tour, et parut surpris de voir cette figure, si belle naguère, bouleversée par la rage et devenue presque hideuse. L'astucieuse créature comprit qu'elle se perdait en laissant voir ainsi dans son âme. Elle rasséréna ses traits et d'une voix gémissante. « Au nom du ciel, monsieur, dites-moi si c'est à vous, si c'est à votre gouvernement, si c'est à un ennemi que je dois attribuer la violence que l'on me fait. » « On ne vous fait aucune violence, madame, et ce qui vous arrive est le résultat d'une mesure toute simple que nous sommes forcés de prendre avec tous ceux qui débarquent en Angleterre. »« Alors, vous ne me connaissez pas, monsieur ? » ?»« C'est la première fois que j'ai l'honneur de vous voir. »« Et, sur votre honneur, vous n'avez aucun sujet de haine contre moi ? » ?»« Aucun, je vous le jure. » Il y avait tant de sérénité, de sang-froid, de douceur même dans la voix du jeune homme, que Milady fut rassurée. Enfin, après 1 heure de marche à peu près, la voiture s'arrêta devant une grille de fer qui fermait un chemin creux conduisant à un château sévère de forme, massif et isolé. Alors, comme les roues tournaient sur un sable fin, Milady entendit un vaste mugissement, qu'elle reconnut pour le bruit de la mer qui vient se briser sur une côte escarpée. La voiture passa sous 2 voûtes et enfin s'arrêta dans une cour sombre et carrée. Presque aussitôt, la portière de la voiture s'ouvrit, le jeune homme sauta légèrement à terre et présenta sa main à Milady, qui s'appuya dessus et descendit à son tour avec assez de calme. « Toujours est-il, » dit Milady en regardant autour d'elle et en ramenant ses yeux sur le jeune officier avec le plus gracieux sourire, « que je suis prisonnière. Mais ce ne sera pas pour longtemps, j'en suis sûre, » ajouta-t-elle. « Ma conscience et votre politesse, monsieur, m'en sont garants. » Si flatteur que fût le compliment, l'officier ne répondit rien. Mais, tirant de sa ceinture un petit sifflet d'argent pareil à celui dont se servent les contremaîtres sur les bâtiments de guerre, il siffla 3 fois sur 3 modulations différentes. Alors plusieurs hommes parurent, dételèrent les chevaux fumants et emmenèrent la voiture sous une remise. Puis l'officier, toujours avec la même politesse, calme, invita sa prisonnière à entrer dans la maison. Celle-ci, toujours avec son même visage souriant, lui prit le bras et entra avec lui sous une porte basse et cintrée qui, par une voûte éclairée seulement au fond, conduisait à un escalier de pierre tournant autour d'une arête de pierre. Puis, on s'arrêta devant une porte massive qui, après l'introduction dans la serrure d'une clé que le jeune homme portait sur lui, roula lourdement sur ses gonds et donna ouverture à la chambre destinée à Milady. D'un seul regard, la prisonnière embrassa l'appartement dans ses moindres détails. C'était une chambre dont l'ameublement était à la fois bien propre pour une prison et bien sévère pour une habitation d'homme libre. Cependant, des barreaux aux fenêtres et des verrous extérieurs à la porte décidaient le procès en faveur de la prison. Un instant, toute la force d'âme de cette créature, trempée cependant aux sources les plus vigoureuses, l'abandonna. Elle tomba sur un fauteuil, croisant les bras, baissant la tête, et s'attendant à chaque instant à voir entrer un juge pour l'interroger. Mais personne n'entra, que 2 ou 3 soldats de marine qui apportèrent les malles et les caisses, les déposèrent dans un coin
et se retirèrent sans rien dire. L'officier présidait à tous ces détails avec le même calme que Milady lui avait constamment vu, ne prononçant pas une parole lui-même et se faisant obéir d'un geste de sa main ou d'un coup de son sifflet. On eût dit qu'entre cet homme et ses inférieurs, la langue parlée n'existait pas ou devenait inutile. Enfin, Milady n'y put tenir plus longtemps. Elle rompit le silence. « Au nom du ciel, monsieur !» s'écria-t-elle. « Que veut dire tout ce qui se passe ? Fixez mes irrésolutions. J'ai du courage pour tout danger que je prévois, pour tout malheur que je comprends. Où suis-je et que suis-je ici ? Suis-je libre ? Pourquoi ces barreaux et ces portes ? Suis-je prisonnière ? Quel crime ai-je commis ? Vous êtes ici dans l'appartement qui vous est destiné, madame. J'ai reçu l'ordre d'aller vous prendre en mer et de vous conduire en ce château. Cet ordre, je l'ai accompli, je crois, avec toute la rigidité d'un soldat, mais aussi avec toute la courtoisie d'un gentilhomme. Là se termine, du moins jusqu'à présent, la charge que j'avais à accomplir près de vous. Le reste regarde une autre personne. « Et cette autre personne, quelle est-elle » demanda Milady. « Ne pouvez-vous me dire son nom ?» En ce moment, on entendit par les escaliers un grand bruit d'éperons. Quelques voix passèrent et s'éteignirent, et le bruit d'un pas isolé se rapprocha de la porte. « Cette personne, la voici, madame, » dit l'officier en démasquant le passage et en se rangeant dans l'attitude du respect et de la soumission. En même temps, la porte s'ouvrit. Un homme parut sur le seuil. Il était sans chapeau, portait l'épée au côté et froissait un mouchoir entre ses doigts. Milady crut reconnaître cette ombre dans l'ombre. Elle s'appuya d'une main sur le bras de son fauteuil et avança la tête comme pour aller au-devant d'une certitude. Alors l'étranger s'avança lentement, et, à mesure qu'il s'avançait en entrant dans le cercle de lumière projeté par la lampe, Milady se reculait involontairement. Puis, lorsqu'elle n'eut plus aucun doute, « Eh quoi, mon frère !» s'écria-t-elle au comble de la stupeur. « C'est vous ? Vous ?» « Oui, belle dame, » répondit lord de Winter en faisant un salut moitié courtois, moitié ironique. « Moi-même. »« Mais alors, ce château ?»« Est à moi. »« Cette chambre ?»« C'est la vôtre. »« Je suis donc votre prisonnière ?»« À peu près. »« Mais c'est un affreux abus de la force !»« Pas de grands mots. Asseyons-nous et causons tranquillement, comme il convient de faire entre un frère et une sœur. » Puis, se retournant vers la porte, et voyant que le jeune officier attendait ses derniers ordres. « C'est bien, dit-il, je vous remercie. Maintenant, laissez-nous, monsieur Felton. » Chapitre 50. Causerie d'un frère avec sa sœur. Pendant le temps que lord de Winter mit à fermer la porte, à pousser un volet et à approcher un siège du fauteuil de sa belle-sœur, Milady, rêveuse, plongea son regard dans les profondeurs de la possibilité et découvrit toute la trame qu'elle n'avait pas même pu entrevoir, tant qu'elle ignorait en quelles mains elle était tombée. Elle connaissait son beau-frère pour un bon gentilhomme franc-chasseur, joueur intrépide, entreprenant près des femmes, mais d'une force inférieure à la sienne, à l'endroit de l'intrigue. Comment avait-il pu découvrir son arrivée? La faire saisir? Pourquoi la retenait-il? Athos lui avait bien dit quelques mots qui prouvaient que la conversation qu'elle avait eue avec le cardinal était tombée dans des oreilles étrangères. Mais elle ne pouvait admettre qu'il eût pu creuser une contre-mine si prompte et si hardie. Elle craignit bien plutôt que ses précédentes opérations en Angleterre n'eussent été découvertes. Buckingham pouvait avoir deviné que c'était elle qui avait coupé les deux ferrets et se venger de cette petite trahison. Mais Buckingham était incapable de se porter à aucun excès contre une femme, surtout si cette femme était censée avoir agi par un sentiment de jalousie. Cette supposition lui parut la plus probable. Il lui sembla qu'on voulait se venger du passé, et non aller au-devant de l'avenir. Toutefois, et en tout cas, elle s'applaudit d'être tombée entre les mains de son beau-frère, dont elle comptait avoir bon marché, plutôt qu'entre celles d'un ennemi direct et intelligent.
Oui, causons, mon frère, dit-elle avec une espèce d'enjouement, décidée qu'elle était à tirer de la conversation, malgré toute la dissimulation que pourrait y apporter lord de Winter, les éclaircissements dont elle avait besoin pour régler sa conduite à venir. Vous vous êtes donc décidé à revenir en Angleterre, dit lord de Winter, malgré la résolution que vous m'aviez si souvent manifestée à Paris de ne jamais remettre les pieds sur le territoire de la Grande-Bretagne. Milady répondit à une question par une autre question. Avant tout, dit-elle, apprenez-moi donc comment vous m'avez fait guetter assez sévèrement pour être d'avance prévenu, non seulement de mon arrivée, mais encore du jour, de l'heure et du port où j'arrivais. Lord de Winter adopta la même tactique que Milady, pensant que, puisque sa belle-sœur l'employait, ce devait être la bonne. Mais dites-moi vous-même, ma chère sœur, reprit-il, ce que vous venez faire en Angleterre. Mais je viens vous voir, reprit Milady, sans savoir combien elle aggravait, par cette réponse, les soupçons qu'avait fait naître dans l'esprit de son beau-frère la lettre de D'Artagnan, et voulant seulement capter la bienveillance de son auditeur par un mensonge. « Ah, me voir ?» dit sournoisement lord de Winter. « Sans doute, vous voir. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? Et vous n'avez pas, en venant en Angleterre, d'autre but que de me voir ? Non. Ainsi, c'est pour moi seul que vous vous êtes donné la peine de traverser la Manche ? Pour vous seul. Peste ! Quelle tendresse, ma sœur ! Mais ne suis-je pas votre plus proche parente ? Demanda Milady, du ton de la plus touchante naïveté. Et même ma seule héritière, n'est-ce pas ? Dit à son tour lord de Winter, en fixant ses yeux sur ceux de Milady. Quelque puissance qu'elle eût sur elle-même, Milady ne put s'empêcher de tressaillir. Et comme, en prononçant les dernières paroles qu'il avait dites, lord de Winter avait posé la main sur le bras de sa sœur, ce tressaillement ne lui échappa point. En effet, le coup était direct et profond. La première idée qui vint à l'esprit de Milady fut qu'elle avait été trahie par Ketty, et que celle-ci avait raconté au baron cette aversion intéressée dont elle avait imprudemment laissé échapper des marques devant sa suivante. Elle se rappela aussi la sortie furieuse et imprudente qu'elle avait faite contre D'Artagnan lorsqu'il avait sauvé la vie de son beau-frère. « Je ne comprends pas, milord, dit-elle, pour gagner du temps et faire parler son adversaire. Que voulez-vous dire ? Et y a-t-il quelque sens inconnu caché sous vos paroles ? Oh, mon Dieu, non, dit lord de Winter avec une apparente bonhomie. Vous avez le désir de me voir, et vous venez en Angleterre. J'apprends ce désir, ou plutôt, je me doute que vous l'éprouvez, et afin de vous épargner tous les ennuis d'une arrivée nocturne dans un port, toutes les fatigues d'un débarquement, j'envoie un de mes officiers au-devant de vous. Je mets une voiture à ses ordres, et il vous amène ici dans ce château, dont je suis gouverneur, où je viens tous les jours, et où, pour que notre double désir de nous voir soit satisfait, je vous fais préparer une chambre. Qu'y a-t-il dans tout ce que je dis là de plus étonnant que dans ce que vous m'avez dit ? Non. Ce que je trouve d'étonnant, c'est que vous avez été prévenu de mon arrivée. C'est cependant la chose la plus simple, ma chère sœur. N'avez-vous pas vu que le capitaine de votre petit bâtiment avait, en entrant dans la rade, envoyé en avant, et afin d'obtenir son entrée dans le port, un petit canot porteur de son livre de loch et de son registre d'équipage. Je suis commandant du port. On m'a apporté ce livre. J'y ai reconnu votre nom. Mon cœur m'a dit ce que vient de me confier votre bouche, c'est-à-dire dans quel but vous vous exposiez au danger d'une mer si périlleuse, ou tout au moins si fatigante en ce moment, et j'ai envoyé mon cutter au-devant de vous. Vous savez le reste. Milady comprit que lord de Winter mentait, et n'en fut que plus effrayée. « Mon frère, continua-t-elle, n'est-ce pas milord de Buckingham que je vis sur la jetée, le soir, en arrivant ?»« Lui-même. »« Ah, je comprends que sa vue vous ait frappé, » reprit lord de Winter. « Vous venez d'un pays où l'on doit beaucoup s'occuper de lui, et je sais que ses armements contre la France préoccupent fort votre ami le cardinal. »« Mon ami le cardinal ?» s'écria Milady, voyant que, sur ce point comme sur l'autre,
Lord de Winter paraissait instruit de tout. « N'est-il donc point votre ami ?» reprit négligemment le baron. « Ah, pardon, je le croyais. Mais nous reviendrons à milord duc plus tard. Ne nous écartons point du tour sentimental que la conversation avait pris. Vous veniez, disiez-vous, pour me voir ? Oui. Eh bien, je vous ai répondu que vous seriez servi à souhait et que nous nous verrions tous les jours. Dois-je donc demeurer éternellement ici ? Demanda Milady avec un certain effroi. Vous trouveriez-vous mal logée, ma sœur ? Demandez ce qui vous manque, et je m'empresserai de vous le faire donner. Mais je n'ai ni mes femmes, ni mes gens. Vous aurez tout cela, madame. Dites-moi sur quel pied votre premier mari avait monté votre maison. Quoique je ne sois que votre beau-frère, je vous la monterai sur un pied pareil. Mon premier mari, s'écria Milady en regardant lord de Winter avec des yeux effarés. Oui, votre mari français ? Je ne parle pas de mon frère. Au reste, si vous l'avez oublié, comme il vit encore, je pourrais lui écrire, et il me ferait passer des renseignements à ce sujet. Une sueur froide perla sur le front de Milady. « Vous raillez, dit-elle d'une voix sourde. « En ai-je l'air ? Demanda le baron en se relevant et en faisant un pas en arrière. « Ou plutôt, vous m'insultez, continua-t-elle en pressant de ses mains crispées les deux bras du fauteuil et en se soulevant sur ses poignets. « Vous insultez, moi ?» dit lord de Winter avec mépris. « En vérité, madame, croyez-vous que ce soit possible ?»« En vérité, monsieur, dit Milady, vous êtes ou ivre ou insensé. Sortez et envoyez-moi une femme. »« Des femmes sont bien indiscrètes, ma sœur. Ne pourrais-je pas vous servir de suivante ? De cette façon, tous nos secrets resteraient en famille. »« Insolent !» s'écria Milady. Et comme mue par un ressort, elle bondit sur le baron, qui l'attendait avec impassibilité, mais une main cependant sur la garde de son épée. « Hé, dit-il, je sais que vous avez l'habitude d'assassiner les gens, mais je me défendrai, moi, je vous en préviens. Fût-ce contre vous. »« Oh, vous avez raison, dit Milady, et vous me faites l'effet d'être assez lâche pour porter la main sur une femme. »« Peut-être que oui. D'ailleurs, j'aurais mon excuse. Ma main ne serait pas la première main d'homme qui se serait posée sur vous, j'imagine. » Et le baron indiqua d'un geste lent et accusateur l'épaule gauche de Milady, qu'il toucha presque du doigt. Milady poussa un rugissement sourd et se recula jusque dans l'angle de la chambre, comme une panthère qui veut s'acculer pour s'élancer. « Oh, rugissez tant que vous voudrez, s'écria lord de Winter, mais n'essayez pas de mordre, car, je vous en préviens, la chose tournerait à votre préjudice. Il n'y a pas ici de procureur qui règle d'avance les successions. Il n'y a pas de chevalier errant qui vienne me chercher querelle pour la belle dame que je retiens prisonnière. Mais je tiens tout près des juges qui disposeront d'une femme assez éhontée pour venir se glisser, bigame, dans le lit de lord de Winter, mon frère aîné. Et ces juges, je vous en préviens, vous enverront à un bourreau qui vous fera les deux épaules pareilles. » Les yeux de Milady lançaient de tels éclairs que, quoiqu'il fût homme et armé devant une femme désarmée, il sentit le froid de la peur se glisser jusqu'au fond de son âme. Il n'en continua pas moins, mais avec une fureur croissante. « Oui, je comprends. Après avoir hérité de mon frère, il vous eût été doux d'hériter de moi. Mais sachez-le d'avance, vous pouvez me tuer ou me faire tuer, mes précautions sont prises. Pas un penny de ce que je possède ne passera dans vos mains. N'êtes-vous pas déjà assez riche, vous qui possédez près d'1 million, et ne pouviez-vous vous arrêter dans votre route fatale si vous ne faisiez le mal que pour la jouissance infinie et suprême de le faire ? Oh, tenez, je vous le dis, si la mémoire de mon frère ne m'était sacrée, vous iriez pourrir dans un cachot d'État ou rassasier à Tyburn la curiosité des matelots. Je me tairai, mais vous, supportez tranquillement votre captivité. Dans 15 ou 20 jours, je pars pour La Rochelle avec l'armée, mais la veille de mon départ, un vaisseau viendra vous prendre, que je verrai partir et qui vous conduira dans nos colonies du Sud.
Et soyez tranquille, je vous adjoindrai un compagnon qui vous brûlera la cervelle à la première tentative que vous risquerez pour revenir en Angleterre ou sur le continent. » Milady écoutait avec une attention qui dilatait ses yeux enflammés. « Oui, mais à cette heure, continua lord de Winter, vous demeurerez dans ce château. Les murailles en sont épaisses, les portes en sont fortes, les barreaux en sont solides. D'ailleurs, votre fenêtre donne à pic sur la mer. Les hommes de mon équipage, qui me sont dévoués à la vie et à la mort, montent la garde autour de cet appartement et surveillent tous les passages qui conduisent à la cour. Puis, arrivé à la cour, il vous resterait encore 3 grilles à traverser. La consigne est précise. Un pas, un geste, un mot qui simule une évasion, et l'on fait feu sur vous. Si l'on vous tue, la justice anglaise m'aura, je l'espère, quelque obligation de lui avoir épargné de la besogne. Ah, vos traits reprennent leur calme, votre visage retrouve son assurance. 15 jours, 20 jours, dites-vous. Bah, d'ici là, j'ai l'esprit inventif, il me viendra quelque idée. J'ai l'esprit infernal, et je trouverai quelques victimes. D'ici à 15 jours, vous dites-vous, je serai hors d'ici. Ah ah, essayez. Milady, se voyant deviner, s'enfonça les ongles dans la chair pour dompter tout mouvement qui eût pu donner à sa physionomie une signification quelconque, autre que celle de l'angoisse. Lord de Winter continua. « L'officier qui commande seul ici en mon absence, vous l'avez vu, donc vous le connaissez déjà. C'est, comme vous voyez, observer une consigne, car vous n'êtes pas, je vous connais, venu de Portsmouth ici sans avoir essayé de le faire parler. Qu'en dites-vous? Une statue de marbre eût-elle été plus impassible et plus muette? Vous avez déjà essayé le pouvoir de vos séductions sur bien des hommes, et malheureusement, vous avez toujours réussi. Mais essayez sur celui-là, par Dieu. Si vous en venez à bout, je vous déclare le démon lui-même. » Il alla vers la porte et l'ouvrit brusquement. « Qu'on appelle Monsieur Felton, dit-il. Attendez encore un instant, et je vais vous recommander à lui. » Il se fit entre ces deux personnages un silence étrange, pendant lequel on entendit le bruit d'un pas lent et régulier qui se rapprochait. Bientôt, dans l'ombre du corridor, on vit se dessiner une forme humaine, et le jeune lieutenant avec lequel nous avons déjà fait connaissance s'arrêta sur le seuil, attendant les ordres du baron. « Entrez, mon cher John, » dit lord de Winter. « Entrez et fermez la porte. » Le jeune homme entra. « Maintenant, » dit le baron, « regardez cette femme. Elle est jeune, elle est belle, elle a toutes les séductions de la terre. Eh bien, c'est un monstre qui, à 25 ans, s'est rendu coupable d'autant de crimes que vous pouvez en lire en un an dans les archives de nos tribunaux. Sa voix prévient en sa faveur, sa beauté sert d'appât aux victimes, son corps même paye ce qu'elle a promis, c'est une justice à lui rendre. Elle essayera de vous séduire, peut-être même essayera-t-elle de vous tuer. Je vous ai tiré de la misère, Felton, je vous ai fait nommer lieutenant, je vous ai sauvé la vie une fois, vous savez à quelle occasion. Je suis pour vous non seulement un protecteur, mais un ami, non seulement un bienfaiteur, mais un père. Cette femme est revenue en Angleterre afin de conspirer contre ma vie. Je tiens ce serpent entre mes mains. Eh bien, je vous fais appeler et vous dis, ami Felton, John, mon enfant, garde-moi, et surtout, garde-toi de cette femme. Jure sur ton salut de la conserver pour le châtiment qu'elle a mérité. John Felton, je me fie à ta parole. John Felton, je crois à ta loyauté. Milord, dit le jeune officier en changeant son regard pur de toute la haine qu'il put trouver dans son cœur. Milord, je vous jure qu'il sera fait comme vous désirez. Milady reçut ce regard en victime résignée. Il était impossible de voir une expression plus soumise et plus douce que celle qui régnait alors sur son beau visage. À peine si lord de Winter lui-même reconnut la tigresse qu'un instant auparavant il s'apprêtait à combattre. « Elle ne sortira jamais de cette chambre, entendez-vous, John, continua le baron. Elle ne correspondra avec personne. Elle ne parlera qu'à vous, si toutefois vous voulez bien lui faire l'honneur de lui adresser la parole. » « Il suffit, milord, j'ai juré. »« Et maintenant, madame,
Tâchez de faire la paix avec Dieu, car vous êtes jugés par les hommes. » Milady laissa tomber sa tête comme si elle se fût sentie écrasée par ce jugement. Lord de Winter sortit en faisant un geste à Felton, qui sortit derrière lui et ferma la porte. Un instant après, on entendait dans le corridor le pas pesant d'un soldat de marine qui faisait sentinelle, sa hache à la ceinture et son mousquet à la main. Milady demeura pendant quelques minutes dans la même position, car elle songea qu'on l'examinait peut-être par la serrure. Puis, lentement, elle releva sa tête, qui avait repris une expression formidable de menace et de défi, courut écouter à la porte, regarda par la fenêtre, et revenant s'enterrer dans un vaste fauteuil, elle songea. Chapitre 51. Officier. Cependant, le cardinal attendait des nouvelles d'Angleterre, mais aucune nouvelle n'arrivait, si ce n'est fâcheuse et menaçante. Si bien que La Rochelle fut investie, si certain que put paraître le succès, grâce aux précautions prises et surtout à la digue qui ne laissait plus pénétrer aucune barque dans la ville assiégée, cependant le blocus pouvait durer longtemps encore, et c'était un grand affront pour les armes du roi et une grande gêne pour monsieur le cardinal, qui n'avait plus, il est vrai, à brouiller Louis XIII avec Anne d'Autriche. La chose était faite. Mais à raccommoder monsieur de Bassompierre, qui était brouillé avec le duc d'Angoulême. Quant à monsieur, qui avait commencé le siège, il laissait au cardinal le soin de l'achever. La ville, malgré l'incroyable persévérance de son maire, avait tenté une espèce de mutinerie pour se rendre. Le maire avait fait prendre les émeutiers. Cette exécution calma les plus mauvaises têtes, qui se décidèrent alors à se laisser mourir de faim. Cette mort leur paraissait toujours plus lente et moins sûre que le trépas par strangulation. De leur côté, de temps en temps, les assiégeants prenaient des messagers que les Rochelois envoyaient à Buckingham ou des espions que Buckingham envoyait aux Rochelois. Dans l'un et l'autre cas, le procès était vite fait. Monsieur le cardinal disait ce seul mot. Pendu. On invitait le roi à venir voir la pendaison. Le roi venait languissamment, se mettait en bonne place pour voir l'opération dans tous ses détails. Cela le distrayait toujours un peu et lui faisait prendre le siège en patience. Mais cela ne l'empêchait pas de s'ennuyer fort, de parler à tout moment de retourner à Paris. De sorte que si les messagers et les espions eussent fait défaut, son éminence, malgré toute son imagination, se fût trouvé fort embarrassé. Néanmoins, le temps passait. Les Rochelois ne se rendaient pas. Le dernier espion que l'on avait pris était porteur d'une lettre. Cette lettre disait bien à Buckingham que la ville était à toute extrémité, mais, au lieu d'ajouter « Si votre secours n'arrive pas avant 15 jours, nous nous rendrons », elle ajoutait tout simplement « Si votre secours n'arrive pas avant 15 jours, nous serons tous morts de faim quand il arrivera. » Les Rochelois n'avaient donc espoir qu'en Buckingham. Buckingham était leur messie. Il était évident que si un jour ils apprenaient d'une manière certaine qu'il ne fallait plus compter sur Buckingham, avec l'espoir, leur courage tomberait. Le cardinal attendait donc avec grande impatience des nouvelles d'Angleterre qui devaient annoncer que Buckingham ne viendrait pas. La question d'emporter la ville de vive force, débattue souvent dans le conseil du roi, avait toujours été écartée. D'abord La Rochelle semblait imprenable, puis le cardinal, quoi qu'il eût dit, savait bien que l'horreur du sang répandu en cette rencontre, où Français devaient combattre contre Français, était un mouvement rétrograde de 60 ans imprimé à la politique, et le cardinal était, à cette époque, ce qu'on appelle aujourd'hui un homme de progrès. En effet, le sac de La Rochelle, l'assassinat de 3 ou 4 000 Huguenots qui se fussent fait tuer, ressemblait trop, en 1628, au massacre de la Saint-Barthélemy en 1572. Et puis, par-dessus tout cela, ce moyen extrême, auquel le roi, bon catholique, ne répugnait aucunement, venait toujours échouer contre cet argument des généraux assiégeants. La Rochelle est imprenable, autrement que par la famine. Le cardinal ne pouvait écarter de son esprit la crainte où le jetait sa terrible émissaire, car il avait compris, lui aussi, les proportions étranges de cette femme, tantôt serpent, tantôt lion. L'avait-elle trahi? Était-elle morte?
Il la connaissait assez, en tout cas, pour savoir qu'en agissant pour lui ou contre lui, ami ou ennemi, elle ne demeurait pas immobile, sans de grands empêchements. C'était ce qu'il ne pouvait savoir. Au reste, il comptait, et avec raison, sur Milady. Il avait deviné dans le passé de cette femme de ces choses terribles que son manteau rouge pouvait seul couvrir. Et il sentait que, pour une cause ou pour une autre, cette femme lui était acquise, ne pouvant trouver qu'en lui un appui supérieur au danger qui la menaçait. Il résolut donc de faire la guerre tout seul et de n'attendre tout succès étranger que comme on attend une chance heureuse. Il continua de faire élever la fameuse digue qui devait affamer La Rochelle. En attendant, il jeta les yeux sur cette malheureuse ville qui renfermait tant de misère profonde et tant d'héroïques vertus, et se rappelant le mot de Louis XI, son prédécesseur politique, comme lui-même était le prédécesseur de Robespierre, il murmura cette maxime du compère de Tristan: « Diviser pour régner ». Henri IV, assiégeant Paris, faisait jeter par-dessus les murailles du pain et des vivres. Le cardinal fit jeter des petits billets par lesquels il représentait aux Rochelois combien la conduite de leur chef était injuste, égoïste et barbare. Ces chefs avaient du blé en abondance et ne le partageaient pas. Ils adoptaient cette maxime, car eux aussi avaient des maximes. Que peu importait que les femmes, les enfants et les vieillards mourussent, pourvu que les hommes qui devaient défendre leurs murailles restassent forts et bien portants. Jusque-là, soit dévouement, soit impuissance de réagir contre elles, cette maxime, sans être généralement adoptée, était cependant passée de la théorie à la pratique. Mais les billets vinrent y porter atteinte. Les billets rappelaient aux hommes que ces enfants, ces femmes, ces vieillards qu'on laissait mourir étaient leurs fils, leurs épouses et leurs pères, qu'il serait plus juste que chacun fût réduit à la misère commune, afin qu'une même position fît prendre des résolutions unanimes. Ces billets firent tout l'effet qu'en pouvait attendre celui qui les avait écrits, en ce qu'ils déterminèrent un grand nombre d'habitants à ouvrir des négociations particulières avec l'armée royale. Mais au moment où le cardinal voyait déjà fructifier son moyen et s'applaudissait de l'avoir mis en usage, un habitant de La Rochelle, qui avait pu passer à travers les lignes royales, Dieu sait comment, tant était grande la surveillance de Bassompierre, de Schomberg et du duc d'Angoulême, surveillés eux-mêmes par le cardinal, un habitant de La Rochelle, disons-nous, entra dans la ville, venant de Portsmouth, et disant qu'il avait vu une flotte magnifique prête à mettre à la voile avant 8 jours. De plus, Buckingham annonçait au maire qu'enfin la grande ligue contre la France allait se déclarer et que le royaume allait être envahi à la fois par les armées anglaises, impériales et espagnoles. Cette lettre fut lue publiquement sur toutes les places. On en afficha des copies aux angles des rues, et ceux-là même qui avaient commencé d'ouvrir des négociations les interrompirent, résolus d'attendre ce secours si pompeusement annoncé. Cette circonstance inattendue rendit à Richelieu ses inquiétudes premières, et le força, malgré lui, à tourner de nouveau les yeux de l'autre côté de la mer. Pendant ce temps, exempte des inquiétudes de son seul et véritable chef, l'armée royale menait joyeuse vie. Les vivres ne manquaient pas au camp, ni l'argent non plus. Tous les corps rivalisaient d'audace et de gaieté. Prendre des espions et les pendre, faire des expéditions hasardeuses sur la digue ou sur la mer, imaginer des folies, les exécuter froidement, tel était le passe-temps qui faisait trouver court à l'armée ces jours si longs, non seulement pour les Rochelois, rongés par la famine et l'anxiété, mais encore pour le cardinal, qui les bloquait si vivement. Quelquefois, quand le cardinal, toujours chevauchant comme le dernier gendarme de l'armée, promenait son regard pensif sur ses ouvrages, si lents au gré de son désir, qu'élevaient sous son ordre les ingénieurs qu'il faisait venir de tous les coins du royaume de France, s'il rencontrait un mousquetaire de la compagnie de Tréville, il s'approchait de lui, le regardait d'une façon singulière, et ne le reconnaissant pas pour un de nos 4 compagnons, il laissait aller ailleurs son regard profond et sa vaste pensée. Un jour où, rongé d'un mortel ennui, sans espérance dans les négociations avec la ville, sans nouvelles d'Angleterre,
Le cardinal était sorti sans autre but que de sortir, accompagné seulement de Cahusac et de la Houdinière, longeant les grèves et mêlant l'immensité de ses rêves à l'immensité de l'océan. Il arriva au petit pas de son cheval sur une colline, du haut de laquelle il aperçut derrière une haie, couché sur le sable et prenant au passage un de ces rayons de soleil si rares à cette époque de l'année, cet homme entouré de bouteilles vides. 4 de ces hommes étaient nos mousquetaires, s'apprêtant à écouter la lecture d'une lettre que l'un d'eux venait de recevoir. Cette lettre était si importante qu'elle avait fait abandonner sur un tambour des cartes et des dés. Les 3 autres s'occupaient à décoiffer une énorme dame Jeanne de vin de Collioure. C'étaient les laquais de ces messieurs. Le cardinal, comme nous l'avons dit, était de sombre humeur, et rien, quand il était dans cette situation d'esprit, ne redoublait sa maussaderie comme la gaieté des autres. D'ailleurs, il avait une préoccupation étrange, c'était de croire toujours que les causes mêmes de sa tristesse excitaient la gaieté des étrangers. Faisant signe à la Houdinière et à Cahusac de s'arrêter, il descendit de cheval et s'approcha de ces rieurs suspects, espérant qu'à l'aide du sable qui assourdissait ses pas et de la haie qui voilait sa marche, il pourrait entendre quelques mots de cette conversation qui lui paraissait si intéressante. À 10 pas de la haie seulement, il reconnut le babil gascon de d'Artagnan, et comme il savait déjà que ces hommes étaient des mousquetaires, il ne douta pas que les 3 autres ne fussent ceux qu'on appelait les inséparables, c'est-à-dire Athos, Porthos et Aramis. On juge si son désir d'entendre la conversation s'augmenta de cette découverte. Ses yeux prirent une expression étrange, et d'un pas de chat tigre, il s'avança vers la haie. Mais il n'avait pu saisir encore que des syllabes vagues et sans aucun sens positif, lorsqu'un cri sonore et bref le fit tressaillir et attira l'attention des mousquetaires. « Officier !» cria Grimaud. « Vous parlez, je crois, drôle !» dit Athos, se soulevant sur un coude et fascinant Grimaud de son regard flamboyant. Aussi Grimaud n'ajouta-t-il point une parole, se contentant de tendre le doigt indicateur dans la direction de la haie et dénonçant par ce geste le cardinal et son escorte. D'un seul bond, les 4 mousquetaires furent sur pied et saluèrent avec respect. Le cardinal semblait furieux. « Il paraît qu'on se fait garder chez messieurs les mousquetaires, dit-il. Est-ce que l'Anglais vient par terre, ou serait-ce que les mousquetaires se regardent comme des officiers supérieurs ?» Monseigneur, répondit Athos, car au milieu de l'effroi général, lui seul avait conservé ce calme et ce sang-froid de grand seigneur qui ne le quittaient jamais. Monseigneur, les mousquetaires, lorsqu'ils ne sont pas de service, ou que leur service est fini, boivent et jouent aux dés, et ils sont des officiers très supérieurs pour leurs laquais. « Des laquais !» grommela le cardinal. « Des laquais qui ont la consigne d'avertir leur maître quand passe quelqu'un. Ce ne sont point des laquais, ce sont des sentinelles. » Son éminence voit bien cependant que si nous n'avions point pris cette précaution, nous étions exposés à la laisser passer sans lui présenter nos respects et lui offrir nos remerciements pour la grâce qu'elle nous a faite de nous réunir. « D'Artagnan, continua Athos, vous qui tout à l'heure demandiez cette occasion d'exprimer votre reconnaissance à monseigneur, la voici venue, profitez-en. » Ces mots furent prononcés avec ce flegme imperturbable qui distinguait Athos dans les heures du danger, et cette excessive politesse qui faisait de lui, dans certains moments, un roi plus majestueux que les rois de naissance. D'Artagnan s'approcha et balbutia quelques paroles de remerciement qui, bientôt, expirèrent sous le regard assombri du cardinal. « N'importe, messieurs, » continua le cardinal sans paraître le moins du monde détourné de son intention première par l'incident qu'Athos avait soulevé. « N'importe, messieurs, je n'aime pas que de simples soldats, parce qu'ils ont l'avantage de servir dans un corps privilégié, fassent ainsi les grands seigneurs. Et la discipline est la même pour eux que pour tout le monde. » Athos laissa le cardinal achever parfaitement sa phrase et, s'inclinant en signe d'assentiment, il reprit à son tour. « La discipline, monseigneur, n'a en aucune façon, je l'espère, été oubliée par nous. Nous ne sommes pas de service,
et nous avons cru que, n'étant pas de service, nous pouvions disposer de notre temps comme bon nous semblait. Si nous sommes assez heureux pour que son éminence ait quelque ordre particulier à nous donner, nous sommes prêts à lui obéir. Monseigneur voit, continua Athos en fronçant le sourcil, car cette espèce d'interrogatoire commençait à l'impatienter, que, pour être prêts à la moindre alerte, nous sommes sortis avec nos armes. Et il montra du doigt au cardinal les 4 mousquets en faisceau près du tambour sur lequel étaient les cartes et les dés. « Que votre éminence veuille croire, ajouta d'Artagnan, que nous nous serions portés au-devant d'elle si nous eussions pu supposer que c'était elle qui venait vers nous en si petite compagnie. » Le cardinal se mordait les moustaches et un peu les lèvres. « Savez-vous de quoi vous avez l'air ? Toujours ensemble, comme vous voilà, armés comme vous êtes, et gardés par vos laquais, dit le cardinal. Vous avez l'air de 4 conspirateurs. Oh, quant à ceci, monseigneur, c'est vrai, dit Athos. Et nous conspirons, comme votre éminence a pu le voir l'autre matin. Seulement, c'est contre les Rochelois. Eh, messieurs les politiques, reprit le cardinal en fronçant le sourcil à son tour, on trouverait peut-être dans vos cervelles le secret de bien des choses qui sont ignorées si on pouvait y lire, comme vous lisiez dans cette lettre que vous avez cachée quand vous m'avez vu venir. Le rouge monta à la figure d'Athos. Il fit un pas vers son éminence. « On dirait que vous nous soupçonnez réellement, monseigneur, et que nous subissons un véritable interrogatoire. S'il en est ainsi, que votre éminence daigne s'expliquer, et nous saurons du moins à quoi nous en tenir. » « Et quand cela serait un interrogatoire, reprit le cardinal, d'autres que vous en ont subi, monsieur Athos, et y ont répondu. Aussi, monseigneur, ai-je dit à votre éminence qu'elle n'avait qu'à questionner, et que nous étions prêts à répondre. Quelle était cette lettre que vous alliez lire, monsieur Aramis, et que vous avez cachée ? Une lettre de femme, monseigneur. Oh, je conçois, dit le cardinal. Il faut être discret dans ces sortes de lettres. Mais cependant, on peut les montrer à un confesseur, et vous le savez, j'ai reçu les ordres. Monseigneur, dit Athos avec un calme d'autant plus terrible qu'il jouait sa tête en faisant cette réponse. La lettre est d'une femme, mais elle n'est signée ni Marion de Lorme, ni Madame d'Aiguillon. Le cardinal devint pâle comme la mort. Un éclair fauve sortit de ses yeux. Il se retourna comme pour donner un ordre à Cahusac et à la Houdinière. Athos vit le mouvement. Il fit un pas vers les mousquetons, sur lesquels les 3 amis avaient les yeux fixés, en homme mal disposé à se laisser arrêter. Le cardinal était, lui, 3e. Les mousquetaires, y compris les laquais, étaient 7. Il jugea que la partie serait d'autant moins égale qu'Athos et ses compagnons conspiraient réellement. Et, par un de ces retours rapides qu'il tenait toujours à sa disposition, toute sa colère se fondit dans un sourire. « Allons, allons, dit-il. Vous êtes de braves jeunes gens, fiers au soleil, fidèles dans l'obscurité. Il n'y a pas de mal à veiller sur soi quand on veille si bien sur les autres. Messieurs, je n'ai point oublié la nuit où vous m'avez servi d'escorte pour aller au Colombier Rouge. S'il y avait quelque danger à craindre sur la route que je vais suivre, je vous prierais de m'accompagner. Mais comme il n'y en a pas, restez où vous êtes, achevez vos bouteilles, votre partie et votre lettre. Adieu, messieurs. » Et remontant sur son cheval, que Cahusac lui avait amené, il les salua de la main et s'éloigna. Les 4 jeunes gens, debout et immobiles, le suivirent des yeux sans dire un mot, jusqu'à ce qu'il eût disparu. Puis ils se regardèrent. Tous avaient la figure consternée, car malgré l'adieu amical de son éminence, ils comprenaient que le cardinal s'en allait la rage dans le cœur. Athos seul souriait d'un sourire puissant et dédaigneux. Quand le cardinal fut hors de la portée de la voix et de la vue, « Ce Grimaud a crié bien tard, dit Porthos, qui avait grande envie de faire tomber sa mauvaise humeur sur quelqu'un. Grimaud allait répondre pour s'excuser. Athos leva le doigt, et Grimaud se tut. « Auriez-vous rendu la lettre, Aramis ?» dit d'Artagnan.
Moi, dit Aramis de sa voix la plus flûtée, j'étais décidé. S'il avait exigé que la lettre lui fût remise, je lui présentais la lettre d'une main, et de l'autre, je lui passais mon épée au travers du corps. Je m'y attendais bien, dit Athos. Voilà pourquoi je me suis jeté entre vous et lui. En vérité, cet homme est bien imprudent de parler ainsi à d'autres hommes. On dirait qu'il n'a jamais eu affaire qu'à des femmes et à des enfants. Mon cher Athos, dit d'Artagnan, je vous admire, mais cependant nous étions dans notre tort, après tout. Comment dans notre tort, reprit Athos. À qui donc cet air que nous respirons? À qui cet océan sur lequel s'étendent nos regards? À qui ce sable sur lequel nous étions couchés? À qui cette lettre de votre maîtresse? Est-ce au cardinal? Sur mon honneur, cet homme se figure que le monde lui appartient. Vous étiez là, balbutiant, stupéfait, anéanti. On eût dit que la Bastille se dressait devant vous et que la gigantesque Méduse vous changeait en pierre. Est-ce que c'est conspirer, voyons, que d'être amoureux? Vous êtes amoureux d'une femme que le cardinal a fait enfermer. Vous voulez la tirer des mains du cardinal. C'est une partie que vous jouez avec son éminence. Cette lettre, c'est votre jeu. Pourquoi montreriez-vous votre jeu à votre adversaire? Cela ne se fait pas. Qu'il le devine, à la bonne heure. Nous devinons bien le sien, nous. Au fait, dit d'Artagnan, c'est plein de sens, ce que vous dites là, Athos. En ce cas, qu'il ne soit plus question de ce qui vient de se passer, et qu'Aramis reprenne la lettre de sa cousine où monsieur le cardinal l'a interrompue. Aramis tira la lettre de sa poche. Les trois amis se rapprochèrent de lui, et les trois laquais se groupèrent de nouveau auprès de la dame Jeanne. « Vous n'aviez lu qu'une ligne ou deux, dit d'Artagnan. Reprenez donc la lettre à partir du commencement. »« Volontiers, dit Aramis. »« Mon cher cousin, je crois bien que je me déciderai à partir pour Stenay, où ma sœur a fait entrer notre petite servante dans le couvent des Carmélites. Cette pauvre enfant s'est résignée. Elle sait qu'elle ne peut vivre autre part sans que le salut de son âme soit en danger. Cependant, si les affaires de notre famille s'arrangent comme nous le désirons, je crois qu'elle courra le risque de se damner, et qu'elle reviendra près de ceux qu'elle regrette, d'autant plus qu'elle sait qu'on pense toujours à elle. En attendant, elle n'est pas trop malheureuse. Tout ce qu'elle désire, c'est une lettre de son prétendu. Je sais bien que ces sortes de denrées passent difficilement par les grilles. Mais, après tout, comme je vous en ai donné des preuves, mon cher cousin, je ne suis pas trop maladroite, et je me chargerai de cette commission. Ma sœur vous remercie de votre bon et éternel souvenir. Elle a eu un instant de grande inquiétude, mais enfin, elle est quelque peu rassurée maintenant, ayant envoyé son commis là-bas afin qu'il ne s'y passe rien d'imprévu. Adieu, mon cher cousin, donnez-nous de vos nouvelles le plus souvent que vous pourrez, c'est-à-dire toutes les fois que vous croirez pouvoir le faire sûrement. Je vous embrasse. Marie Michon. Oh! Que ne vous dois-je pas, Aramis? S'écria d'Artagnan. Chère Constance, j'ai donc enfin de ses nouvelles. Elle vit, elle est en sûreté dans un couvent, elle est à Stenay. Où prenez-vous Stenay, Athos? Mais à quelques lieues des frontières. Une fois le siège levé, nous pourrons aller faire un tour de ce côté. Et ce ne sera pas long, il faut l'espérer, dit Porthos. Car on a, ce matin, pendu un espion, lequel a déclaré que les Rochelois en étaient au cuir de leurs souliers. En supposant qu'après avoir mangé le cuir, ils mangent la semelle, je ne vois pas trop ce qu'il leur restera après, à moins de se manger les uns les autres. Pauvre sot, dit Athos, en vidant un verre d'excellent vin de Bordeaux, qui, sans avoir à cette époque la réputation qu'il a aujourd'hui, ne la méritait pas moins. Pauvre sot, comme si la religion catholique n'était pas la plus avantageuse et la plus agréable des religions. C'est égal, reprit-il après avoir fait claquer sa langue contre son palais. Ce sont de braves gens. Mais que diable faites-vous donc, Aramis? Continua Athos. Vous serrez cette lettre dans votre poche? Oui, dit d'Artagnan. Athos a raison. Il faut la brûler. Encore, qui sait si monsieur le cardinal n'a pas un secret pour interroger les cendres? Il doit en avoir un, dit Athos.
« Mais que voulez-vous faire de cette lettre » demanda Porthos. « Venez ici, Grimaud, » dit Athos. Grimaud se leva et obéit. « Pour vous punir d'avoir parlé sans permission, mon ami, vous allez manger ce morceau de papier. Puis, pour vous remercier du service que vous nous aurez rendu, vous boirez ensuite ce verre de vin. Voici la lettre d'abord, mâchez avec énergie. » Grimaud sourit, et, les yeux fixés sur le verre qu'Athos venait de remplir bord à bord, il broya le papier et l'avala. « Bravo, maître Grimaud » dit Athos. « Et maintenant, prenez ceci. »« Bien, je vous dispense de dire merci. » Grimaud avala silencieusement le verre de vin de Bordeaux, mais ses yeux levés au ciel parlaient, pendant tout le temps que dura cette douce occupation, un langage qui, pour être muet, n'en était pas moins expressif. « Et maintenant, dit Athos, à moins que monsieur le cardinal n'ait l'ingénieuse idée de faire ouvrir le ventre à Grimaud, je crois que nous pouvons être à peu près tranquilles. » Pendant ce temps, son éminence continuait sa promenade mélancolique en murmurant entre ses moustaches. « Décidément, il faut que ces 4 hommes soient à moi.